Bienvenue dans Dramatiste, le podcast qui mélange histoire et fiction pour vous faire revivre les grands événements du passé. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement qui a marqué la fin du XIXe siècle, l'Exposition universelle de Paris en 1889. Un rendez-vous exceptionnel qui célébrait le centenaire de la Révolution française et mettait en avant les avancées techniques, industrielles et culturelles de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Cette exposition a aussi été le théâtre d'un défi architectural inédit, la construction d'une tour en fer de plus de 300 mètres. Dans cet épisode, nous allons revivre l'exposition comme si nous y étions, en suivant les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Rencontre avec Gustave Eiffel, discussion sur l'urbanisme avec Adolphe Alphand, sans oublier les réactions du président Sadi Carnot et d'une visiteuse influente. Nous irons aussi à la découverte des pavillons internationaux et des inventions présentées. Alors accrochez-vous, nous partons en 1889. Retournons d'abord sur le discours de l'inauguration de l'exposition de Sadi Carnot. Engagé en politique à partir de 1871 comme républicain modéré, Alphonse Bardou, l'un de ses biographes, écrit d'ailleurs qu'en élevant Sadi Carnot aux fonctions présidentielles, la République a consacré le triomphe d'un personnage nouveau, fils de la Révolution et de la science moderne. L'ingénieur, véritable roi du siècle finissant. Il a été élu président de la République le 3 décembre 1887 jusqu'au 25 juin 1894. Mesdames et messieurs, moi, président de la République, j'ai effectué de longues études d'ingénieur. Par la suite, j'ai conçu de nombreux édifices, notamment le pont de Collonges, qui a été d'ailleurs primé à l'exposition universelle de 1878. C'est pour cela qu'être ici aujourd'hui m'est cher. Également, je vois cet événement comme une vengeance, comme une preuve de notre puissance. Hier même, je me rendais à Versailles, en mémoire du centenaire de la Révolution française, et j'ai manqué de peu d'être assassiné. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un événement d'une portée historique et symbolique, l'Exposition universelle de Paris, de 1889, la 4e du nom. Cette exposition marque non seulement le centenaire de la Révolution française, je vous le rappelle, mais aussi un moment de fierté et de progrès pour notre nation et pour le monde entier. Ces principes de liberté et d'égalité ont résonné bien au-delà de nos frontières et ont inspiré des mouvements de libération à travers le globe. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 1789 en présentant au monde entier le fruit de notre travail, de notre ingéniosité et de notre innovation. Cette exposition universelle est une vitrine de nos avancées technologiques et scientifiques, mais aussi le berceau de la Tour Eiffel, qui se dresse fièrement devant nous et qui en est le symbole le plus éclatant. Par sa grandeur, elle incarne notre ambition de toucher les étoiles. Mais cette exposition ne se limite pas à la tour de Gustave Eiffel. Les pavillons que vous allez découvrir présentent des innovations dans tous les domaines. Des machines industrielles aux inventions scientifiques, des œuvres d'art aux produits artisanaux. Chaque nation, quelle qu'elle soit, apporte ici le meilleur de sa culture et de son savoir-faire, créant ainsi en ce lieu un dialogue universel de progrès et de coopération. Je tiens, maintenant, à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement exceptionnel. Les ingénieurs, les architectes, les artistes, les ouvriers et les organisateurs ont tous joué un rôle crucial dans la concrétisation de ce projet ambitieux. Leur dévouement et leur talent sont une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à remercier spécifiquement Adolphe Alphand, organisateur principal de cette exposition. Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les visiteurs, qu'ils viennent de France ou des 4 coins du monde. J'espère de tout cœur que cette exposition sera pour vous une source d'émerveillement, d'apprentissage et de réflexion. Mes chers compatriotes, écoutons maintenant Monsieur Alphand, pour qui cette exposition est le fruit de nombreuses années de travail et d'efforts. Vive la République, vive la France, et vive le progrès. À présent, écoutons le discours d'Adolphe Alphand. Moi, père des espaces verts de Paris, j'ai eu l'honneur d'organiser l'exposition universelle de Paris. Nous sommes le 6 mai 1889, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de la Troisième République. Un centenaire, vous vous rendez compte? Même si cela entraîne le refus de participer de la part de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie et la Suède, les industriels ou artistes issus des pays ayant décliné l'invitation à l'exposition sont invités à s'y rendre. Cette exposition est répartie sur 96 hectares, en comptant le Champ de Mars, les palais du Trocadéro et l'esplanade des Invalides. Nous allons donc vous présenter les œuvres mobilisées. Nous aurons d'abord la Galerie des Machines,
qui est officiellement la plus importante structure métallique d'Europe. En effet, ce bâtiment imposant comme une cathédrale du 19e siècle fait 42 mètres de haut pour une superficie d'environ 5 hectares. Nous aurons ensuite le Palais des Beaux-Arts, conçu par l'architecte Jean-Camille Forgimet, le Palais des Industries, aménagé par Joseph Bouvard, le Palais de la Guerre, l'histoire de l'habitation humaine, qui est un ensemble de 44 maisons édifiées par l'architecte Charles Garnier, retraçant l'évolution de l'habitat de la préhistoire à la Renaissance sur l'ensemble du globe. On aura ensuite le pavillon de l'Argentine, par l'architecte Albert Palus, une reconstruction de la Bastille et de son voisinage, et l'époustouflant spectacle Wild West Show du Buffalo Bill, le chemin de fer d'Ecauville qui circule entre le Champ de Mars et les Invalides sur une distance de 3 kilomètres, le village noir, composé de 400 êtres humains vivant sous occupation coloniale, faisant de cette manifestation la première véritable exposition coloniale de l'histoire de France, et enfin, la plus haute tour du monde avec ses 300 mètres de haut, la Tour Eiffel. Il sera noté de même que des ballons captifs à hydrogène pur seront en disposition pour vous emmener voir l'exposition de haut. Il y en aura une, avenue Kléber, de 5035 mètres cubes, conçue pour 12 passagers, et une autre, au boulevard de Grenelle, de 2600 mètres cubes, conçue pour 10 passagers. Enfin, la restauration sera présente via le pavillon Bouillon Duval. Je déclare donc la 10e exposition universelle, du 5 mai au 31 octobre, officiellement ouverte. Vive la France, vive la République! 100 ans après la Révolution française, la France veut montrer qu'elle est à la pointe du progrès, malgré les tensions internationales qui marquent cette fin de siècle. Comme l'a mentionné Alphand, plusieurs pays refusent de participer en raison des tensions post-1870. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en particulier boudent l'événement, car ils célèbrent un centenaire révolutionnaire qui ne fait pas écho à leur propre régime. Mais malgré ces absences officielles, des industriels et artistes de ces nations participent quand même, preuve que l'exposition dépasse les rivalités politiques. Aujourd'hui emblème de Paris, la Tour Eiffel est alors un sujet de controverse. Son style métallique choque et de nombreux artistes et intellectuels signent une pétition contre elle. Mais elle devient rapidement l'icône de l'exposition et fascine les visiteurs du monde entier par son audace technique. Si la Tour Eiffel subsiste, la Galerie des Machines, pourtant un chef-d'œuvre d'ingénierie, sera détruite en 1910. Sa structure, qui s'étend sur 5 hectares sans aucun pilier central, impressionne autant que la Tour Eiffel elle-même. C'est un témoignage du génie architectural de l'époque. Mais l'exposition ne célèbre pas seulement le progrès technique. Elle reflète aussi les mentalités coloniales de la fin du XIXe siècle. Ce village nègre en est une illusion frappante. Il met en scène des centaines de personnes venues des colonies dans une mise en scène exotisante qui légitime la politique coloniale française. En effet, un regard critique moderne sur ces représentations est indispensable. C'est à la fin de l'exposition, le 31 octobre 1889, qu'a lieu la remise des prix. Et c'est avec émotion que M. Alphand nous annonce le vainqueur. Écoutons. Plusieurs médailles ont été remises lors de cette 10e réédition de l'exposition universelle. Sur ce, je vais donc présenter les médaillés de 1889. En médaille d'or, nous aurons d'abord Henri-Émile Alexandre Vrignaud, distillateur de la distillerie Vrignaud à Luçon, pour la liqueur de café Camoc. Nous aurons ensuite Hélène Berthaud pour son œuvre Psyché sous l'empire du mystère. Alfred Lance pour la statue de Johann Heinrich Pestalozzi, qui est un pédagogue, réformateur social et philanthrope. Les frères Paul et Henri de la maison de joaillerie Weber pour leur pièce Bouquet de joaillerie. Henri Satin pour l'huile sur toile vue de l'exposition universelle de 1889. La Fonderie pour la peinture de Jean-André Rixin. Paul Renoir, Paul Lafourcade, distillateur à Houle pour son genièvre. Armand Létrange, cellier à Paris. Victor Merel et Henri Langeroc pour leur œuvre conjointe, le panorama de la ville de Rio de Janeiro, gigantesque peinture de 14,50 mètres de haut sur 115 mètres de circonférence. Ensuite,
Monsieur Fosquet et son fils aîné, fabricant de pianos. Et enfin, le grand gagnant du Grand Prix de cette exposition est Heineken. Nous aurons ensuite en médaille d'argent Adélise Bertrand du château de Fourques pour son cru viticole, Gaston Gauthier pour la monographie de Beaufort-la-Ferrière, Marie-Félix Hippolyte Lucas, Charles Guiroux, Adrien Thibault. Et enfin, nous aurons en médaille de bronze Nicolas Gritznenko, Félix Martin, Émile Reynaud et Louis-Auguste Roubaud. Un grand bravo à eux et à tous ceux qui ont pu faire vivre l'exposition universelle de Paris de 1889. Je vous laisse sur ce avec le discours de Monsieur Eiffel, réalisateur de l'immense tour en acier juste en face de vous, pour son inauguration. Merci. Il y a également un événement tout aussi marquant, ultérieur au vainqueur de cette exposition universelle, c'est l'inauguration de la Tour Eiffel. Écoutons justement Gustave Eiffel réalisant son discours. Mesdames et messieurs, à l'instant même où je m'adresse à vous, la dernière pièce a été placée. Le dernier rivet frappé, et la Tour Eiffel, que vous avez sous les yeux, s'élève désormais dans le ciel de Paris, pleinement achevée. Et je ne saurais dissimuler l'émotion qui m'étreint, tant la fierté que je ressens en cet instant est profonde, sincère, presque vertigineuse, à l'image de l'ouvrage lui-même. Ce projet, vous le savez, n'allait pas de soi. Depuis dès son annonce entouré de doutes, de contestations, parfois même de virulentes oppositions. Des voix autorisées, des artistes reconnus, des hommes de lettres estimés sont levés pour dire leur refus. On parlait d'une offense au goût, d'une tache sur le visage de Paris, d'un monstre de fer condamné à l'échec. On m'écrivait que jamais une telle structure ne tiendrait debout, que le vent l'emporterait, que l'idée même relevait de la folie. Et pourtant, aujourd'hui, elle est là, majestueuse, stable et bien réelle. Ce que peu comprenaient alors, c'est que cette tour n'était pas simplement un caprice d'ingénieur, ni une démonstration d'orgueil technique. Elle a été conçue pour une raison claire, forte, symbolique. Elle est née de la volonté d'offrir à la France un emblème puissant à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, celle où nous sommes tous présents aujourd'hui, qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Un siècle après ce bouleversement fondateur, il nous fallait un signe, un geste, une œuvre qui exprime la vigueur de notre époque, la confiance dans le progrès et l'audace tranquille d'un peuple tourné vers l'avenir. Ce monument, c'est la traduction matérielle de cette ambition. Il est à la fois une prouesse technique et un manifeste. Un manifeste de fer qui dit: voilà ce que notre nation sait faire quand elle unit le génie de ses ingénieurs, la discipline de ses ouvriers et la force de sa vision. Ce n'est pas seulement une tour, c'est un message lancé au monde entier. Elle témoigne que l'ingénierie peut émouvoir, que le métal peut transporter une poésie nouvelle, et que l'innovation n'est pas l'ennemi de la beauté. Je souhaite que chacun de vous, en repartant d'ici, lève les yeux vers elle une dernière fois. Non pour saluer une simple construction, mais pour y lire une idée. Il faut parfois défier les habitudes, franchir l'invisible ligne du raisonnable pour bâtir ce qui durera dans le temps. Merci à toutes et tous, à celles et ceux qui sont venus afin d'assister à ce grand événement. Vive la France! Vive la France! Bravo! Découvrons un débat critique sur la Tour Eiffel avec son créateur, Adolphe Alphand, et une visiteuse de l'exposition. Mon Dieu, quelle grandeur! On dirait qu'elle touche le ciel. Monsieur Eiffel, comment avez-vous eu cette audace? Ah madame, l'audace est le moteur du progrès. Cette tour est le fruit d'années de travail, d'innovation et de persévérance. 18 038 pièces de fer. C'est impressionnant, et pourtant tant de gens la critiquent. Moi, je la trouve majestueuse, moderne. Elle incarne l'avenir, non? L'avenir? Vous appelez ça du progrès? Cette chose défigure notre belle ville. Paris, capitale du raffinement, souillée par une structure de fer qui n'a rien d'artistique. Je comprends que cela puisse choquer, mais n'est-ce pas toujours ainsi avec les grandes révolutions? Les cathédrales gothiques, elles aussi, étaient décriées à leur époque. Comparons ce qui est comparable, madame. Nos cathédrales sont l'œuvre de siècles de savoir-faire. Cette tour, elle, sera rouillée avant même qu'on ait le temps de l'apprécier. Pensez-vous vraiment qu'elle ne tiendra pas dans le temps? Pourtant, elle semble d'une robustesse impressionnante. Madame a raison, cette tour est conçue pour résister aux vents les plus violents et aux tempêtes. Elle est stable, légère et flexible. Son ingénierie est unique au monde. Et puis, monsieur, avouez qu'elle attire les regards. N'avez-vous pas remarqué combien de visiteurs viennent de partout pour l'admirer? Certes, les curieux sont là. Mais que voulez-vous? Les foules aiment le sensationnel. Elles s'extasient devant des machines sans âme, oubliant le véritable art. Mais la Tour Eiffel n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans cette exposition universelle. À quelques pas de là, Adolphe Alphand, grand urbaniste, nous éclaire sur les avancées techniques présentées cette année.
Madame, avez-vous vu l'avenue des Nations? Les pavillons des pays du monde entier exposent leurs plus belles innovations. Oui, et j'ai été émerveillée par les ampoules électriques du pavillon des États-Unis. Il paraît que bientôt, Paris sera entièrement éclairé par cette nouvelle technologie. C'est exact. Nous avons installé plus de 3000 lampes électriques ici, dans l'exposition. Imaginez les rues de Paris illuminées ainsi, sans fumée, sans danger. C'est fascinant. À chaque pas ici, je découvre quelque chose qui semble sorti d'un roman d'anticipation. Mais dites-moi, monsieur Alphand, cette exposition est-elle aussi une compétition entre les nations? En quelque sorte. Chaque pays veut montrer sa supériorité industrielle. Mais au fond, c'est un moment d'échange. Nous apprenons les uns des autres, et nous bâtissons ensemble l'avenir. Après avoir fait ce retour dans le passé, intéressons-nous au succès économique et au rayonnement de l'exposition. Pour cela, j'accueille Paul, un historien spécialisé dans les grandes expositions internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, l'exposition universelle de 1889 a-t-elle été un succès en termes de fréquentation et de retombées économiques? Absolument madame. L'exposition a accueilli près de 32 millions de visiteurs en 6 mois, un chiffre qui est vraiment impressionnant pour l'époque. Cela montre à quel point elle a attiré non seulement les Parisiens et les provinciaux, mais aussi un grand nombre d'étrangers, notamment des Européens et des Américains. Et d'un point de vue financier? Si l'investissement initial était colossal, environ 41 millions de francs de l'époque, les recettes ont largement compensé les dépenses. Entre les entrées, les concessions, les ventes de produits dérivés et le tourisme généré, l'exposition a dynamisé l'économie parisienne. Que ce soit hôtels, restaurants ou même commerces, tous ont bénéficié de cet afflux massif de visiteurs. En somme, c'est un pari réussi pour la France. Mais tout à fait. L'exposition de 1889 a non seulement démontré que la France était capable d'organiser un événement d'ampleur mondiale, mais elle a aussi renforcé son prestige. On peut donner l'exemple de la Tour Eiffel, qui, bien codée par controversée, est devenue un symbole d'audace et de modernité. Une vitrine du génie français en quelque sorte. Exactement. Et une démonstration éclatante que la République savait innover, malgré le contexte politique parfois tendu de l'époque. Très bien, et bien merci beaucoup pour ces éclairages passionnants. L'exposition universelle de 1889 a donc marqué les esprits et continue encore aujourd'hui à fasciner. Merci à vous, Paul, pour cette discussion. L'exposition universelle de 1889 fut un succès retentissant, accueillant plus de 32 millions de visiteurs. Si certains voyaient la Tour Eiffel comme une monstruosité, elle est devenue aujourd'hui l'un des symboles les plus reconnus de la France. Je tiens à remercier chaleureusement les acteurs qui ont participé au podcast, Paul dans le rôle d'un expert et de Sadi Carnot, le président de la République en 1889, Thomas dans celui d'Adolphe Alphand, Clément jouant Gustave Eiffel, et enfin Lou dans le rôle d'une visiteuse influente. Merci à vous d'avoir voyagé dans le temps avec Dramatiste. Retrouvez-nous au prochain épisode sur la chaîne En Hypogée pour un nouveau plongeon dans l'histoire.